En 1943, alors que Nikola Tesla s'éteint dans une chambre d'hôtel new-yorkais, les agents du gouvernement américain s'empressent de mettre la main sur l'intégralité de ses travaux. Des caisses entières d'inventions, de schémas et de documents techniques sont alors saisis. Officiellement, il s'agit d'éviter qu'un génie excentrique ne laisse derrière lui des secrets trop dangereux. Officieusement, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire des technologies électromagnétiques. En 1901, Tesla fait ériger à Long Island une immense structure métallique de 58 mètres de haut, la tour de Wardenclyffe. Bien loin de servir aux transmissions radio, la tour de Wardenclyffe a été conçue pour un objectif radical, transmettre de l'énergie sans fil à l'échelle planétaire. Tesla a démontré l'énergie sans fil à l'exposition universelle de 1893. Il avait impressionné les foules en allumant des tubes lumineux sans le moindre fil électrique. Il était convaincu que la planète pouvait servir de conducteur électrique géant. Pour lui, le secret résidait dans l'ionosphère. Tesla voulait stimuler l'ionosphère à une fréquence correspondant à la résonance de la Terre. Cela aurait créé des ondes stables faisant le tour de la planète. La Terre résonne à 7,83 Hz. Cette résonance a été prédite par le physicien allemand Winfried Otto Schumann en 1952 et confirmée par des mesures réalisées dans les années 1960. Elle est appelée résonance de Schumann. Des harmoniques supplémentaires comme 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz et 33,8 Hz sont également présents. Tesla le soupçonnait sans en être certain, mais il y a un problème. L'argent. Tesla trouve le portefeuille de JP Morgan, qui investit 150 000 $ américains pour financer les travaux de la tour de Wardenclyffe. Mais lorsqu'il comprend que l'inventeur vise une électricité gratuite et universelle pour tous, le portefeuille de l'homme d'affaires disparaît. Il formule alors cette phrase restée célèbre. « Si tout le monde peut se connecter à cette énergie, où allons-nous mettre le compteur ?» Sans le soutien de Morgan, Tesla est ruiné. Il voit son projet s'effondrer. Sa tour est démolie, ses idées moquées, et lui-même sombrera peu à peu dans la marginalité. Dans les années 1930, Tesla annonce un nouveau concept, Téléforce, que la presse surnomme rapidement le rayon de la mort. Il affirme être capable de créer une barrière invisible d'énergie, capable d'intercepter avions et armées à distance. Une technologie défensive, selon lui, mais que le monde n'était pas prêt à comprendre. Le 7 janvier 1943, à l'âge de 86 ans, Nikola Tesla est décédé dans sa chambre d'hôtel, au New Yorker Hotel, à New York. Alors que le corps était encore chaud, les agents fédéraux s'emparent de tout ce qui concerne Tesla. Les documents techniques de Tesla ont été envoyés à un professeur du MIT pour examen. Avec un nom surprenant, le Dr John Trump, physicien, au MIT. C'est l'oncle de Donald Trump. Oui, mes amis, le futur président des États-Unis. Le Dr John Trump est connu pour avoir développé la radiothérapie et avoir travaillé en collaboration avec Robert Van de Graaff. Ils ont développé l'un des premiers générateurs de rayons X. Après examen, il affirmera que les découvertes de Tesla étaient spéculatives et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Petite digression, le Dr John Trump et les travaux de Tesla nous amènent à un autre terrier du lapin, celui d'une série de livres écrits par Ingersoll Lockwood au XIXe siècle, et particulièrement le merveilleux voyage souterrain du baron Trump de 1888 et le dernier président de 1896. Dans les livres, le protagoniste, Baron Trump, est un garçon riche, intelligent et souvent arrogant qui vit dans le château Trump et est guidé par un mentor nommé Don. Le livre, Le dernier président, décrit un président populiste élu lors d'une élection controversée avec des manifestations à New York, notamment sur la 5e avenue où se trouve la Trump Tower. D'après la théorie, le Dr John Trump aurait utilisé les travaux de Tesla, et bien pour voyager dans le temps. Bref, c'est une autre histoire. Certaines des recherches de Tesla ont été envoyées à la base aérienne de Wright-Patterson. En 1945, un programme ultra-secret nommé Projet Nick est lancé. L'objectif était d'explorer les possibilités de l'arme à faisceau de particules décrites par Tesla.
Officiellement abandonné, ce projet donnera naissance à d'autres initiatives similaires comme CISO, lancée par la DARPA en 1958. Après avoir injecté des millions, et comme pour le projet NIC, le projet CISO a été discrètement arrêté. La technologie des faisceaux de particules au cœur des travaux de Tesla semble alors avoir disparu. Aucun prototype ne refait surface. Aucun test officiel n'est rapporté. Mais rien ne prouve qu'elle ait été abandonnée. Puis, au bout de quelques années, et dans le plus grand secret, la DARPA et l'US Air Force lancent la construction d'une installation de haute technologie en Alaska. L'endroit est isolé, difficile d'accès, parfait pour des essais discrets. Les équipements installés rappellent étrangement les descriptions faites dans les brevets de Tesla. En 1987, l'ingénieur Bernard Eastland dépose un brevet qui attire l'attention. Tout est dit dans l'intitulé du brevet, les amis. Méthode et appareil pour modifier une région de l'atmosphère terrestre de l'ionosphère et ou de la magnétosphère. Il est financé par Arco Technologies, une entreprise possédant d'immenses réserves de gaz naturel en Alaska, mais n'avait pas d'acheteur. Il voyait l'invention d'Eastland comme un moyen de convertir leur gaz en dollars. L'objectif est de transformer ce gaz en électricité et utiliser cette énergie pour alimenter une installation aux capacités hors normes. Arco m'a initialement contacté en 1984 pour trouver une utilisation pour le gaz naturel sur la pente nord de l'Alaska qu'il ne pouvait pas vendre. Pour vous donner une idée de la quantité de gaz pour laquelle ils m'ont demandé de trouver une application, c'était assez de gaz pour produire toute l'électricité des États-Unis pendant une année entière. L'invention, entre guillemets, de Bernard Eastland prévoit l'utilisation de puissantes ondes radio pour chauffer et altérer certaines zones ciblées de l'ionosphère. Ce procédé, d'une efficacité redoutable, pourrait transformer la haute atmosphère en lentille énergétique, modifiant la trajectoire des ondes radar, perturbant les communications et influençant même les courants atmosphériques. Moins d'un an après le dépôt du brevet d'Eastland, Arco obtient un contrat pour construire une telle installation en Alaska. En 1988, des articles dans des journaux et magazines attirent l'attention du public. Rapidement, des inquiétudes émergent. L'armée affirme qu'il ne s'agit que de recherches scientifiques. Mais ceux qui consultent le brevet d'Eastland découvrent des mentions troublantes. Les applications discutées dans les brevets comprenaient la destruction de missiles. Le contrôle et la perturbation des communications sont également évoqués. D'autres idées ont été émises pour éventuellement modifier les conditions météorologiques et, enfin, pour soulever une partie de la haute atmosphère plus loin dans l'espace, où l'on espère qu'elle sera capable de dévier les trajectoires des missiles. L'armée a finalement admis construire des antennes pouvant influencer l'atmosphère. Mais ils ont insisté sur le fait qu'ils utilisaient une technologie différente de celle des brevets d'Eastland. Eastland, lui-même, admet que son invention pourrait remplacer l'effet d'impulsion électromagnétique d'une explosion nucléaire, ou encore se substituer au système de communication sous-marine à très basse fréquence. Ces mots sont sans ambiguïté, la technologie est militaire. Je suis à l'origine de certaines idées d'applications militaires. Si vous lisez les brevets, je pensais à des moyens de l'utiliser de manière défensive. Nous pourrions nuire aux communications de l'ennemi tout en maintenant les nôtres. J'ai noté avec intérêt que c'était l'une des choses mentionnées dans le document technique de base de HAARP. Imaginez les cordes du piano comme des couches de la Terre. Chacune a sa propre fréquence. Nous avions l'habitude d'envoyer des ondes radio dans le sol et de faire vibrer toutes les cordes présentes dans le sol. Nous pouvions obtenir un son comme... et nous pouvions dire qu'il s'agissait de gaz naturel. On pourrait obtenir un son comme... et dire qu'il s'agit de pétrole brut. Nous avons pu identifier chaque fréquence pour chaque couche de terre présente. Nous y sommes parvenus avec seulement 30 watts de puissance radio. Si vous faites cela avec 1 million de watts, les vibrations sont si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, toute la maison tremblerait. En fait, les vibrations pourraient être si fortes sous terre qu'elles pourraient même provoquer un tremblement de terre. En 1996, l'Air Force publie un document aux allures prophétiques.
Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Il s'agit d'une évaluation stratégique et pas d'une fiction. Le rapport considère la modification du climat comme un outil de guerre, envisageant son utilisation à des fins offensives, défensives et même dissuasives. Ce n'est pas sans précédent. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient déjà expérimenté l'ensemencement des nuages dans l'opération Popeye, visant à prolonger la mousson sur les routes ennemies. Ils appelaient cela faire de la boue. Au Vietnam, la bataille pour Quang Tri se poursuit et peu à peu, les Sud-Vietnamiens semblent reprendre la capitale de cette province qui, depuis le 1er mai dernier, était contrôlée par les forces communistes. Cette nuit encore, plusieurs commandos parachutistes sud-vietnamiens sont entrés dans la ville. Au total, plus de 500 hommes seraient déjà dans Quang Tri. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Cela peut paraître surprenant, et pourtant ce n'est pas une technique tout à fait nouvelle, François Closet. Non, absolument pas, et c'est ce que vont nous montrer ces images. Une fois de plus, il s'agit de recherches pacifiques qui sont reprises à des fins guerrières, car les aviateurs que nous allons découvrir dans cet avion, eux, ne partent pas du tout à l'assaut de position ennemie, ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Mais en fait, ce sont les mêmes techniques, il faut bien le dire, qui sont utilisées dans les deux cas. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage depuis l'avion certaines substances. Alors ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec des produits comme de l'iodure d'argent, qu'on utilise le plus souvent, eh bien on essaye en répandant ces petits cristaux dans le nuage de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. Et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a près de 25 ans qu'on étudie ça. C'est pas nouveau, non? Non, seulement il faut savoir c'est un vieux rêve aussi. La météo, c'est quelque chose de très compliqué, le ciel est quelque chose de très capricieux. C'est une véritable arme de guerre? Alors justement, c'est probablement une arme tactique, si vous voulez. Si on veut par exemple lancer une opération de bombardement, eh bien on provoque la pluie pour gêner la défense anti-aérienne. C'est un peu comme cela. Alors, à l'heure actuelle, au Vietnam, c'est la mousson. Depuis le 10 juin, la saison des pluies. Il y a toujours d'énormes concentrations de cumulonimbus. Et dans ces conditions, évidemment, le terrain ou le ciel se prête à ce genre d'opération. Pendant longtemps, créer la pluie fut considéré comme un fantasme conspirationniste. Jusqu'à ce que Dubaï. Dubai. What happened in Dubai? Dubai is Dubaï making it rain fait pleuvoir dans le in a désert sweltering desert by en zapping zappant les clouds nuages with avec de l'électricité à l'aide de using drones. Fascinant, non? Ce qui relevait du mythe devient donc une réalité technologique. HAARP fonctionne différemment, mais le principe est similaire. Intervenir dans un système chaotique tel que le climat, où de petites modifications peuvent entraîner de grandes conséquences. C'est le fondement de la théorie du chaos. Un changement minime dans les conditions initiales peut bouleverser toute la dynamique. Edward Lorenz, météorologue, popularise l'idée en 1972 que le battement d'aile d'un papillon peut entraîner une tornade à l'autre bout du monde. C'est exactement ce que les concepteurs de HAARP comprennent. Il n'est pas nécessaire d'égaler la puissance d'un ouragan. Il suffit de connaître le point de pression précis. Et HAARP pourrait être le papillon le plus puissant jamais construit. À la bonne fréquence et au bon endroit, une impulsion pourrait se répercuter en cascade dans les couches atmosphériques, provoquant des événements météorologiques ou sismiques majeurs. Ce potentiel n'est pas que théorique. Des études ont observé des anomalies électromagnétiques dans l'ionosphère juste avant certains tremblements de terre. Le séisme meurtrier de Haïti en 2010, par exemple, a été précédé de perturbations électromagnétiques inhabituelles. Le président vénézuélien Hugo Chavez accusa même les États-Unis d'avoir utilisé une arme sismique. Le dirigeant vénézuélien Hugo Chavez a une nouvelle fois accusé les États-Unis de jouer à Dieu. Cette fois-ci, il pense que les États-Unis sont à l'origine du tremblement de terre désastreux qui a frappé Haïti. Le journal espagnol ABC cite M. Chavez, qui affirme que la marine américaine a lancé une arme capable de provoquer un puissant tremblement de terre au large d'Haïti. Pour lui, il ne s'agissait cette fois que d'un exercice, et l'objectif final est de détruire et de prendre le contrôle de l'Iran. L'existence d'une arme tectonique n'a jamais été prouvée, mais son utilisation
utilisation est souvent soupçonnée par les théoriciens du complot. Utiliser une arme sismique. L'idée fut d'abord rejetée, jusqu'à ce que d'autres chercheurs remarquent des schémas similaires pour les séismes de Sichuan en 2008 et de Fukushima en 2011. En 1977, la manipulation du climat était une telle préoccupation que l'ONU l'a interdite par la Convention sur la modification de l'environnement. En 1999, l'ONU a appelé à nouveau à interdire les technologies pouvant altérer l'environnement à des fins militaires. L'ONU a adopté plusieurs résolutions appelant à la transparence et à la surveillance internationale des installations comme HAARP. En 2002, le président russe Vladimir Poutine a exprimé des inquiétudes concernant les armes géophysiques qui pourraient modifier le climat. Il parlait de HAARP. Mais HAARP avait une autre capacité plus puissante et inquiétante que de changer la météo, en émettant des ondes radio à des fréquences spécifiques. HAARP peut créer des ondes d'extrême basse fréquence, ou EBF, des fréquences comprises entre 1 Hz et 30 Hz. Interrogés sur cette capacité, les responsables du projet ont répondu que le réseau d'antennes de HAARP ne génère pas directement d'ondes EBF. Une déclaration techniquement vraie mais incomplète, car HAARP a généré des ondes EBF pendant des années. Cela est préoccupant car les champs électromagnétiques peuvent influencer le fonctionnement du cerveau. Le phénomène s'appelle réponse de suivi de fréquence, ou FFR. Le cerveau humain fonctionne à des fréquences comprises entre 1 Hz et 40 Hz, selon l'état de conscience, du sommeil profond à la vigilance extrême. Ces fréquences ultra basses sont précisément celles que HAARP peut générer indirectement en chauffant l'ionosphère. Ce phénomène est bien connu des neuroscientifiques sous le nom de Frequency Following Response. Il désigne la tendance du cerveau à s'aligner sur des signaux externes lorsqu'ils sont persistants et dans la bonne plage de fréquence. En d'autres termes, exposer un cerveau à un signal EBF constant peut modifier la chimie cérébrale et son activité électrique. Cela ne relève pas de la science-fiction, c'est une réalité scientifique. Le chercheur Nick Begich, auteur de Angels Don't Play This Harp, est l'un des premiers à alerter sur ce point. Il explique que si un signal EBF est émis et bien réglé, le cerveau humain peut se synchroniser avec ce signal et voir sa chimie interne modifiée. Dans les années 1980, le médecin Michael Persinger, neuroscientifique canadien, mène des recherches en partie financées par la marine américaine. Il développe ce que la presse appellera le casque de Dieu, un dispositif capable par simple stimulation électromagnétique du lobe temporal de provoquer chez les sujets des expériences mystiques, des hallucinations ou des émotions extrêmes. Existe-t-il une fondation biologique et cérébrale pour certains des concepts que l'on appelle la croyance en Dieu et l'expérience de Dieu? Lorsque l'hémisphère droit est stimulé, elle ressent la présence de choses autour d'elle, les 5 entités qui n'ont pas de visage. Tout ce que je peux voir vers le bas, c'est mon corps qui était comme surélevé. Je ne pouvais voir qu'au-dessus. Oh, au-dessus. Oui. Elle avait ces sensations visuelles intenses et marquées dans le... Toujours le champ visuel supérieur. Avez-vous remarqué ça? C'est typique de l'activation du lobe temporal. Je vois que tu as précisé que les expériences ne provenaient pas de ton propre esprit. Peux-tu décrire cela? C'est comme me regarder moi-même. Je n'avais pas l'impression de me regarder allongé sur la route. J'avais l'impression que ma tête était détachée de moi. Tu as eu l'impression de quoi? Que ma tête n'était pas attachée. Donc tu as senti que ta tête était détachée et quelque part ailleurs. Oui. Ok, d'accord. Il est aussi dit que tu as vu des images vives cette fois-ci. Oui, il y avait comme de la chaleur qui montait, comme du feu autour. Laquelle des 2 expériences as-tu préférée? La première. Tu préfères la première? Ok. Je veux encore flotter, c'était cool. Bon, d'accord. Je n'aime pas trop la partie feu de la deuxième. Je ne sais pas. La première était géniale. Elle a vécu une expérience classique qui a lieu dans une chambre. Maintenant, imaginez si elle était assise sur un banc d'église, ou dans une synagogue, ou dans une mosquée, ou même si elle était allongée toute seule la nuit au milieu de son lit. Et un truc comme ça arrive. Pouvez-vous imaginer comment elle le qualifierait et l'impact qu'il aurait sur toute sa vie? Ces résultats choquent à l'époque. Mais pour l'armée, c'est une confirmation que les champs électromagnétiques peuvent manipuler la perception humaine. À partir de là,
le contrôle de l'environnement mental devient un sujet d'étude stratégique. Le Parlement européen prend cette technologie au sérieux. En 1999, il publie une résolution A4-0005 où il cite explicitement HAARP, en s'inquiétant non seulement de ses effets environnementaux, mais également des impacts potentiels sur la santé mentale et psychologique des populations. Le document appelle à une transparence éthique sur les capacités de HAARP. En 1998, une revue militaire russe publie un article intitulé « L'esprit n'a pas de pare-feu ». Il y est affirmé que le cerveau humain est vulnérable aux intrusions électromagnétiques et que cette vulnérabilité représente une nouvelle frontière stratégique. Fait remarquable, cet article est ensuite repris et publié par le US Army War College, preuve que les États-Unis prennent cette menace au sérieux. Et comment ne pas faire le lien avec les sinistres révélations du projet MKUltra, dans lequel la CIA, dès les années 50, expérimentait déjà les effets des drogues, de la privation sensorielle et des stimulations électromagnétiques sur le comportement humain. HAARP pourrait donc s'inscrire dans une continuité logique, celle d'un État explorant en toute discrétion la manipulation de masse par les ondes. L'homme qui allait superviser les recherches de la CIA sur les drogues et la plupart des programmes comportementaux de l'agence est cet homme, le Dr Sidney Gottlieb, un chimiste. Il a pris sa retraite en 1973 et a détruit les archives de son travail. Dans une sorte de lettre d'adieu, le Dr Gottlieb a écrit que lui et ses collègues avaient pu rester en contact avec la pointe des développements dans le domaine du contrôle biologique et chimique du comportement humain. Le Dr Gottlieb a également témoigné devant la sous-commission sénatoriale, mais depuis une antichambre où il ne pouvait pas être filmé. Les qualifications seraient le sujet sélectionné pour produire le type de comportement que vous souhaitez, la durée, les procédures utilisées et les motivations des personnes qui conçoivent, exécutent et administrent les procédures. Vous demandez si un individu peut, sous hypnose, être influencé, contraint, persuadé, façonné pour accomplir un acte antisocial ou un acte destructeur ou un acte de violence. Ma réponse serait oui. Officiellement, HAARP est un outil de recherche scientifique. Il existe, il fonctionne, et aujourd'hui il est administré par l'Université d'Alaska à Fairbanks. En 2015, le projet a été officiellement transféré à cette institution. Les autorités y ont vu un geste de transparence. Des visites sont organisées. Des chercheurs indépendants sont invités. Mais, selon plusieurs anciens membres du projet, les composants les plus sensibles auraient été retirés avant le transfert. Il ne resterait aujourd'hui qu'une coquille vidée de sa puissance d'origine. Une manière élégante de clore officiellement un programme, tout en poursuivant les développements ailleurs, dans l'ombre. La question demeure à quoi servent les installations du type HAARP et quels secrets cachent-elles? Est-ce un outil de domination climatique, sismique et mentale? Plusieurs éléments sont indéniables. HAARP est un émetteur radio de très haute puissance capable de chauffer l'ionosphère. Ses brevets d'origine décrivent explicitement des applications militaires. Le vrai danger de HAARP ne réside peut-être pas dans ce que nous savons déjà, mais dans ce qui reste classé secret. Malgré des décennies de demandes de déclassification, une grande partie de l'histoire technique et opérationnelle du projet reste inaccessible. HAARP incarne la puissance croissante de l'humanité à influencer les systèmes naturels, du climat à l'esprit. Le tout s'accompagne d'un manque de transparence, de contrôle et de débat public. Si vous parlez de ces faits, vous êtes conspirationniste. Le rêve de Tesla était de libérer l'énergie pour tous. Aujourd'hui, cette énergie exploitée par ceux qui ont le pouvoir et rarement la volonté de partager. Voici un article intéressant. Une nouvelle technologie révolutionnaire élimine le besoin de batterie pour les petits appareils. Je vous mets le lien en description. Il nous révèle qu'en employant cette technologie, l'énergie gâchée dans les signaux Wi-Fi, Bluetooth ou du réseau 5G pourrait effectivement alimenter de petits appareils électroniques, tels des objets connectés. Cette trouvaille pourrait permettre de tout simplement se passer de batterie dans certains appareils. Voyez-vous, mes amis, cette technologie n'est pas nouvelle du tout, et encore moins de la soi-disant énergie gâchée comme il est dit dans l'article. Ça ressemble trait pour trait à la technologie sans fil de Nikola Tesla, à une plus petite échelle et sans le baratin des signaux Wi-Fi et Bluetooth.
Les propriétaires des compteurs sont loin d'être prêts à libérer l'énergie sans fil gratuite et illimitée pour tous. Si tu as apprécié la vidéo, mets un pouce, abonne-toi, commente et active la cloche. Hasta luego les amis!